Alors, salam alaikum. Bonjour, chers étudiants, chers étudiants. Alors, nous allons entamer un nouveau chapitre relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et de compétences. Donc, je crois qu'on a utilisé une méthodologie progressive. Dans un premier temps, nous avons présenté les fondements de la GRH, ça veut dire les grandes écoles de pensée qui ont contribué à la formation, ce qu'on appelle aujourd'hui la GRH. Ensuite, on a passé à un deuxième chapitre relatif à la GRH, ses définitions, ses objectifs, etc. Le troisième chapitre, nous avons présenté le management des compétences comme un prolongement naturel, bien sûr, des développements qu'a connu la fonction GRH à partir des années 80. Et maintenant, nous allons nous focaliser sur un modèle qui s'est développé entre les années 60 et les années 70 et qui est un modèle de gestion stratégique des ressources humaines. Et c'est ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L'acronyme qu'on va utiliser dorénavant, c'est la GPEC. Donc, par rapport à l'émergence et l'évolution de la notion de GPEC, la GPEC, bien sûr, depuis plusieurs décennies, permet à prévoir les besoins et les ressources des entreprises à court, moyen et long terme en matière, bien sûr, de ressources humaines. Alors, brièvement, dans les années 60, les entreprises se sont concentrées sur la gestion quantitative de l'effectif en faisant un calcul du nombre de personnes nécessaires par niveau de qualification, en s'appuyant sur des modèles issus du management stratégique, surtout les modèles de la planification stratégique. Bon, si on peut rappeler le modèle d'Igor Ansoff des années 60. Au niveau des années 70, on va aller vers la gestion des carrières. Surtout une période qui a été caractérisée par les chocs pétroliers, etc., etc. Mais, disons, cette gestion prévisionnelle était basée sur les personnes et comment ils vont évoluer, bien sûr, au niveau des organisations. Dans les années 80, on va assister à la notion de gestion prévisionnelle au sens strict du terme. Et donc, l'analyse historique des pratiques de gestion des compétences nous a appris que les motivations ont animé les entreprises pendant de nombreuses années pour rechercher plus de flexibilité. C'est la culture du résultat qui va s'imposer par rapport à la culture de la tâche ou bien et par rapport au changement qu'a connu le monde, bien sûr, à partir, bien sûr, des années 80. La compétence, comme on l'a déjà vu, elle a été introduite dans les années 90, si je parle du management des compétences, et qui va introduire, qui va chambouler un peu le vocabulaire de la GRH, mais aussi de la gestion prévisionnelle des emplois. Et la démarche de gestion prévisionnelle des emplois, bien sûr, va aller vers un sens beaucoup plus qualitatif que quantitatif. Donc, nous observons la transition d'une logique, comme je l'ai déjà dit, quantitative à une logique qualitative, de la logique de poste à la logique de l'emploi ou bien de l'emploi type, de la logique de la qualification vers la logique de compétence et vers la logique de la performance. Donc, la GRH, il va être axée sur la performance de l'entreprise ou bien la valeur ajoutée apportée par le salarié. Donc, l'approche par les compétences, il va permettre de cerner les liens entre les problématiques de l'entreprise et de ses ressources humaines. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la performance de l'entreprise, elle dépend en fait de la performance des ouvriers, et la réalisation des objectifs économiques, elle est étroitement liée à la réalisation des objectifs sociaux qui sont relatifs aux personnes. La gestion par les compétences s'inscrit au cœur de la GRH. Alors, ou bien des fois même, on peut parler de management par les compétences. Pour répondre à différents besoins, par exemple, accompagner les changements d'organisation. Si l'entreprise il cherche à modifier sa configuration structurelle, bien sûr, cette démarche il va permettre à l'entreprise toujours d'être en équilibre entre, par exemple, ses besoins et ses ressources en personnel et en compétences.
d'identification, bien sûr, de ces différentes compétences, de leur évaluation et de développement, ça veut dire, on a déjà dit ça, c'est en termes de formation, etc. Et faciliter, bien sûr, les évolutions de carrière, parce que les stratégies de carrière représentent une vraie motivation pour les ouvriers en organisation. Alors, dans cette perspective, la GPEC a pour mission de contribuer à limiter les conséquences négatives des changements importants au sein de l'entreprise. Parce que les entreprises connaissent beaucoup de changements et les changements, s'ils ne sont pas accompagnés, s'il n'y a pas des campagnes de sensibilisation, de formation, il n'y a pas une prévision, ça va représenter une sorte de frustration. Ça veut dire que les ouvriers vont être, je m'excuse, frustrés, vont être angoissés, vont être choqués. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait une démarche, si vous voulez dire, qui est tournée sur, qui s'inscrit dans le cadre de la durée pour pouvoir accompagner, bien sûr, le personnel dans toutes ces étapes de développement de l'entreprise. Alors, maintenant, on va passer à quelles sont les définitions et les objectifs de la GPEC. Donc, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il s'agit donc de définir la GPEC comme une démarche d'ingénierie des ressources humaines qui consiste à mettre en œuvre et à contrôler des pratiques, des politiques et des pratiques. Donc, il y a des politiques, il y a des stratégies, et il y a la mise en œuvre de ces stratégies qui visent à diminuer, réduire de façon anticipée. Alors voilà, c'est un élément qui est très important parce qu'il y a ici la notion de stratégie. Donc, on parle d'anticipation. On agit sur le court terme, mais on fait un écart entre ce qui existe et le besoin actuel, mais aussi ce qui existe et bien sûr une situation future. Donc ici, l'analyse des écarts, il est anticipé entre les besoins et les ressources d'entreprise, tant sur le plan quantitatif, c'est-à-dire ici on peut poser des questions sur, par exemple, les ouvriers qui travaillent aujourd'hui au niveau de l'entreprise, qui vont partir à la retraite, ceux qui vont démissionner, ceux qui vont, je sais pas, pour autres raisons quitter l'entreprise, mais aussi sur le plan qualitatif, ça veut dire en termes de compétences, parce que les compétences aujourd'hui ne vont être plus les mêmes compétences de demain à cause des changements qu'on avait déjà vus, les changements technologiques, les changements socioculturels, etc., etc. Donc la gestion prévisionnelle de l'emploi et des ressources humaines, ou bien des compétences, c'est la même chose, pose la question de l'adéquation. C'est presque la même définition que la GPE, que la gestion des ressources humaines, sauf ici on insiste sur la notion de compétence entre les ressources et les besoins dans l'entreprise à court et moyen terme. Malgré que le management des compétences s'inscrit dans une logique stratégique, mais généralement, il est focalisé principalement sur le moyen terme et non pas sur le long terme. Alors, mettre en œuvre une gestion de l'emploi et des ressources humaines suppose tout d'abord d'analyser les ressources humaines de l'entreprise, aujourd'hui, actuellement, en termes d'âge, d'effectifs, d'ancienneté, de qualification, analyser les emplois, ça veut dire les postes, et leur évolution probable à court et moyen, parce que le poste de contrôleur de gestion dans les années peut-être 60-70, focalisé surtout sur l'analyse des coûts et la méthode des écarts, c'est pas la même chose aujourd'hui. Le contrôle aujourd'hui, il utilise des outils beaucoup plus modernes, comme des outils récents, comme l'analyse en termes de valeur, comme les tableaux de bord prospectifs, comme etc., etc. D'identifier les mécanismes d'ajustement possibles. Ça veut dire ici, puisqu'on parle de la stratégie, on parle du moyen terme, alors il faut qu'il y ait une sorte d'adaptation. Il ne faut pas qu'il y ait une seule façon de faire, parce que les hypothèses de départ peuvent changer et du coup, il faut toujours penser à les mécanismes d'adaptation en cas, par exemple, d'écart. Par exemple, changer l'organisation du travail, procéder à des promotions, faire appel à la mobilité, une mobilité interne, par exemple, la formation, est-ce qu'on va recruter ou bien on va faire une mobilité, les départs, la gestion du travail, du temps de travail, comment on va, est-ce que c'est le temps de travail aménagé ou bien le temps de travail partiel ou bien, je sais pas, on a déjà vu ça, mais généralement ce sont des mécanismes de flexibilité, d'agilité et d'adaptation.
La GPEC donc, est rattachée à différents domaines de la gestion des ressources humaines. Ça veut dire qu'il transverse. C'est pourquoi une démarche, l'entreprise qui a une démarche de GPEC, c'est une entreprise qui gère les ressources humaines d'une façon systématique et non pas d'une façon ponctuelle et d'une façon, bien sûr, discontinu. Alors, il pose des questions. Tout d'abord, il est rattaché à l'évolution des emplois et des métiers. Ça veut dire comment un emploi, il change. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, le rôle, par exemple, d'une secrétaire de direction ou bien d'une standardiste, ou bien, il n'est plus le même. Donc, ce poste, cet emploi, ça veut dire ce poste, non, parce que la vision récente, au lieu de dire poste, on va parler d'emploi. Et le métier lui-même, il peut changer à cause de plusieurs facteurs. Ou le facteur le plus important aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies d'information et de la communication, la digitalisation. Ça veut dire même le métier, le savoir-faire peut évoluer. Analyser des compétences à développer en fonction de la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut inscrire l'analyse des compétences, pas par rapport à des opérations de routine, un management opérationnel, mais par rapport au management stratégique. Il faut penser à l'organisation du travail. Comment est l'organisation du travail? Est-ce qu'il y a une bonne ou bien une mauvaise? Est-ce que l'organisation du travail il est adaptée à la structure, à la stratégie, aux objectifs même de la GRH? La gestion des temps de travail. Est-ce que la gestion des temps de travail il est optimale? Est-ce qu'il est adapté par rapport au contexte professionnel? Est-ce qu'il est adapté par rapport à la structure, par rapport au style de management, etc. La gestion des effectifs. Ici, on va faire des prévisions, des recrutements, on peut faire bien sûr des prévisions des départs, on peut analyser la pyramide des âges de l'entreprise, comment elle est, s'il est équilibré, est-ce que c'est une pyramide, bien sûr, qui ne pose pas de problème dans le futur, etc. Comment réparer cette pyramide? La mobilité professionnelle, est-ce qu'il est interne? Par exemple, c'est la mobilité d'un ouvrier d'un poste à un autre, d'un département à un autre, ou bien il est externe. Est-ce qu'il y a une gestion de carrière? Pourquoi? Quels sont les aboutissants, bien sûr, de cette gestion? La formation, quel type de formation? Comment peut-on établir le plan de formation par rapport aux besoins, etc. Donc, un ensemble d'éléments, c'est pourquoi on peut dire que la GPEC, c'est une démarche transversale au niveau de l'organisation, au niveau de la fonction GRH. Une gestion prévisionnelle ou anticipative et préventive des emplois et des compétences. Alors, selon Rao, la GPEC, c'est la conception. Tout d'abord, il faut la conception, ça veut dire définir une stratégie de ressources humaines et de compétences. Ensuite, il faut passer à l'étape de déploiement, la mise en œuvre, mais aussi il faut faire le suivi des politiques et des plans d'action cohérents. Ici, donc, on insiste sur 3 étapes. L'étape de conception, l'étape de réalisation, de mise en œuvre, mais aussi l'étape de suivi. Mais il y a un élément qui est important dans cette définition, c'est la cohérence. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait un plan stratégique cohérent. Et je crois la GPEC offre ce plan, malgré les limites, bien sûr, qu'on a pu relever et qu'on va voir vers la fin, parce que ce modèle, c'est vrai, malgré l'importance de cet outil, mais il présente certaines limites qu'on va essayer d'exposer vers la fin de ce chapitre. Donc, il vise à réduire de façon anticipée, c'est un élément qui est très important, les écarts entre les besoins et les ressources humaines de l'organisation en termes d'effectifs et de compétences, en fonction de son plan stratégique, ou là, au moins, en fonction d'objectifs à moyen terme bien identifiés. Et aussi en impliquant le salarié dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. Je crois, ça on l'a déjà dit au niveau du management de compétences, il n'y a pas de management de compétences sans implication du facteur humain. Il faut que l'homme soit bien impliqué au niveau du travail. Ça veut dire la liberté au niveau de la prise de l'initiative, il doit être motivé, il doit participer, bien sûr, d'une façon ou d'une autre, bien sûr, à la prise de décision au niveau de l'entreprise. Donc la GPEC vise plusieurs objectifs, adapter les ressources humaines dont l'entreprise souhaite mettre en adéquation, c'est ce qu'on a dit, les compétences des hommes et leur évolution
et l'évolution des emplois, maîtriser les conséquences des changements technologiques et économiques. Donc, il faut développer toujours de nouvelles compétences pour être toujours. Et donc, c'est cette démarche qui va nous permettre, en faisant des analyses prospectives et anticipées, de voir quelles seront les modifications qui vont affecter le poste, ou bien l'emploi, ou bien la tâche, et du coup, quelles sont les compétences que doit avoir, par exemple, un ouvrier qui exerce tel métier ou bien tel poste. Maintenir l'employabilité des salariés en anticipant et en maintenant, bien sûr, une veille technologique en lui assurant la formation. Parce que, comme j'ai déjà dit, les compétences deviennent obsolètes. Un ouvrier qui ne reçoit pas une formation ou bien une formation continue peut se retrouver du jour au lendemain, peut-être dans 2 ans, 3 ans, sans emploi. Parce que pour continuer à occuper, par exemple, ce poste, il faut adhérer, il faut intégrer la nouvelle technologie, surtout de l'information et de la communication. Et du coup, s'il a besoin de formation, bien sûr, l'entreprise doit assurer la formation à son personnel. Permettre une meilleure gestion de carrière en développant des compétences et en détectant le savoir-faire de chaque individu. C'est ce qu'on appelle la mobilité intégrée. Ça veut dire un ouvrier, au niveau de la mobilité, il ne doit pas rester toujours figé dans un poste pendant 10 ans, 20 ans, mais il doit, bien sûr, de plus en plus occuper des postes avec une responsabilité de plus en plus importante. Et c'est la raison pour laquelle on fait une évaluation. Alors, l'évaluation des compétences, c'est un élément qui permet de savoir est-ce que l'ouvrier il arrive quand même à travers son intelligence, son expérience, à travers sa performance, est-ce qu'il peut accéder à des postes qui sont supérieurs au niveau de l'entreprise. Une flexibilité géographique pour faciliter l'identification des mobilités possibles. Donc, c'est une souplesse fonctionnelle. Ça veut dire ici qu'il faut qu'il y ait une polyvalence pour pouvoir assurer la flexibilité géographique, une réduction des coûts et des risques liés au déséquilibre. Ici, on parle de l'efficience, par exemple, de la formation. Éviter la perte de savoir dans le départ en retraite, démission, parce que la perte de savoir, par exemple, il faut éviter, par exemple, le fait d'avoir une compétence unique au niveau de l'entreprise. Et si jamais, pour une cause de décès ou bien de démission ou bien de retraite, alors l'entreprise du jour au lendemain, elle va se retrouver avec des postes vacants, avec un manque de savoir. Donc il faut assurer la continuité, développer ce qu'on appelle le transfert des compétences, bien sûr, entre bien sûr les membres de l'organisation. Et bien sûr, acquérir un avantage compétitif pour faire face à la concurrence. C'est-à-dire il faut faire, c'est ce qu'on a essayé de démontrer à travers le premier chapitre et le deuxième chapitre, il faut que les compétences soient un avantage concurrentiel, un avantage compétitif, durable, que l'entreprise maîtrise mieux, comme je parle ici des facteurs clés du succès, que l'entreprise maîtrise mieux que ses concurrents pour servir, bien sûr, ses clients. Et parce qu'il y a un adage qui dit le sourire et la satisfaction des clients externes passent par le sourire et la satisfaction des clients internes, c'est-à-dire les ouvriers. Donc il ne s'agit plus de gérer les compétences uniquement comme des ressources, mais comme des sources de création de la valeur. C'est-à-dire dans quelle mesure l'ouvrier il arrive à créer de la valeur, à créer de la richesse, et du coup, comment il contribue à la réalisation de la valeur et indirectement, bien sûr, au renforcement du pouvoir compétitif de l'entreprise au niveau du marché concurrentiel. Donc la GPEC comporte 2 dimensions, comme un petit résumé, une dimension qualitative et l'autre qualitative. Donc, il y a donc la gestion, l'approche classique, c'est la gestion prévisionnelle des emplois, donc c'est une dimension plutôt quantitative. Et bien sûr, à partir des années 90, alors on tend vers une gestion prévisionnelle des compétences et qui est une dimension plutôt qualitative, c'est-à-dire basée sur les compétences détenues par en fait, les ouvriers et non pas seulement une question du nombre d'ouvriers ou bien le nombre d'heures de travail nécessaires pour réaliser une tâche ou bien une opération. Alors maintenant,
on va présenter la démarche. Alors, cette partie, en fait, il va être présenté, mais aussi explicité par une étude de cas. Donc, on va faire un cas pour expliquer chaque étape au niveau de la démarche de GPEC. Donc, toute démarche de gestion prévisionnelle, donc c'est une réflexion sur les moyens permettant de réduire l'écart, donc je répète toujours la même définition, entre les besoins de l'organisation en termes de compétences requises, nécessaires pour pouvoir atteindre un certain niveau de résultats fixés, une performance, et les ressources humaines disponibles, ça veut dire les salariés, par exemple, à la disposition de l'entreprise. Cette réflexion analyse de façon assez précise 4 éléments. Et donc, au niveau de l'étude de cas, au niveau de l'exercice, on va respecter ces 4 étapes. Tout d'abord, il y a les ressources humaines actuellement disponibles. Ça, c'est le point de départ. C'est ce qu'on appelle la situation actuelle de l'entreprise. Par exemple, par rapport aux catégories socio-professionnelles, par exemple les cadres, les ouvriers qualifiés, les ouvriers non qualifiés, les techniciens de maîtrise, et les ressources nécessaires à moyen terme. Alors, à moyen terme, parce qu'on l'a déjà dit, la GPEC, c'est une démarche qui porte sur une durée moyenne, c'est entre 3 et 5 ans. Donc, quelles seront les ressources humaines nécessaires d'ici 3 ans, 5 ans? Quels sont les besoins actuels en emploi? Ce qu'on a dit, il y a les ressources actuellement disponibles, il y a les besoins actuellement exprimés par l'entreprise. Et là, on peut bien sûr faire un écart au niveau du présent entre les ressources disponibles et les besoins. Mais il y a aussi les besoins futurs en emploi. Et ça, on peut le faire avec les ressources nécessaires à moyen terme. C'est-à-dire, on va faire une analyse prévisionnelle, un écart qui est anticipé. Et donc, on va voir que l'entreprise peut faire, bien sûr, à travers des techniques et des outils, elle peut, par exemple, évaluer, bien sûr, ses besoins futurs dans 3 ans ou bien 5 ans. Vous voyez donc qu'il y a cette figure, ou bien ce schéma, qui présente un peu les principales composantes de cette démarche. Et comme je l'ai déjà dit, qu'on va appliquer à travers un petit exercice ou bien une étude de cas qui va vous faciliter la compréhension. Alors on commence tout d'abord par l'observation et l'analyse des tendances lourdes de l'environnement. Je ne sais pas ici, vous pouvez par exemple utiliser des outils issus par exemple du management stratégique comme le modèle PESTEL pour analyser les différentes composantes qui explique les grandes évolutions structurelles de l'environnement dans son aspect politique, économique, technologique, légal, etc., etc. Ensuite, l'entreprise va définir un projet de développement. Ce projet, donc généralement, il est de nature stratégique. Quelles sont nos orientations? Qu'est-ce que nous voulons devenir? Quelle est notre mission? Quelle est notre vocation? Quel est notre métier? Et qu'est-ce qu'on attend de la composante humaine, bien sûr, et quelle est la place de l'homme au niveau de l'organisation? Des questions plutôt philosophiques, économiques, politiques, etc. Ensuite, on va analyser les besoins en ressources humaines. Alors, l'analyse des besoins en ressources humaines, d'une part, on va analyser les besoins en emploi, en quantité, en qualité des ressources qui sont disponibles, et analyser l'évolution de ces ressources. Ça veut dire comment, par exemple, si j'ai 100 ouvriers, comment je peux faire des analyses, par exemple, combien d'ouvriers parmi les ouvriers d'aujourd'hui ils vont partir à la retraite d'ici 5 ans. Je peux estimer, par exemple, le nombre d'ouvriers qui vont passer disons, qui éventuellement peuvent démissionner. Et je vais constater un écart entre la situation actuelle et la situation future. Par rapport aux compétences, la même chose, on va analyser la différence entre les compétences disponibles et les compétences requises par le poste et on va constater un écart. Et après, on va passer à la mise en œuvre de la démarche on va déclencher des stratégies soit de formation, soit de recrutement, soit une mobilité interne, soit les départs, soit l'organisation du travail. Voilà, donc je vais m'arrêter à ce niveau-là. Inch'Allah, donc la séquence prochaine, nous allons revenir sur cette démarche et on va faire un exercice d'application. D'ici là, je vous souhaite, Inch'Allah, la bonne santé, je vous souhaite bon courage et je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la séquence prochaine. Merci.